OK, alors je pense qu'on va commencer. Moi, c'est Jasmine. Je suis membre du comité exécutif de la division orthopédique. Puis je vais être là juste vraiment pour modérer la présentation ce soir. Je vous présente Josiane Roberge qui va nous présenter l'information sur le programme AIM ce soir. Alors, Josiane, elle est physio avec l'Institut national du sport à Montréal. Elle est aussi responsable des enseignants dans le comité d'éducation qui fait partie de la division orthopédique. Et elle enseigne au sein de l'AQPMA depuis 2010. Alors, Josiane, merci beaucoup d'avoir accepté de présenter ce soir. On va aussi souhaiter le bienvenu à Mélanie Rock, qui est nouvellement élue la présidente de l'AQPMA. Félicitations, puis merci d'être là, Mélanie. Puis je vais aussi remercier Colleen, qui est gestionnaire des opérations pour la division orthopédique. Elle est toujours bien appréciée, son organisation puis son aide à organiser le tout. Alors, merci tout le monde. Puis, Josiane, je te laisse la parole. Excuse-moi, avant de commencer, toutes les questions, on va les garder pour la fin. Alors, au fur et à mesure que vous auriez des questions, s'il vous plaît, les écrire soit dans le chat, soit dans le Q&A, puis on va les adresser tous à la fin. Merci. Parfait. Merci, Jasmine, et merci à tous d'être présents ce soir pour la présentation du nouveau programme qu'on appelle le programme intégré de physiothérapie musculo-squelettique avancée. Donc, je vous présente le programme. Les objectifs de la présentation ce soir, c'est de vous présenter justement le cheminement du programme intégré de physiothérapie musculo-squelettique avancée, faire la présentation des nouveautés à l'intérieur du programme, vous présenter quels sont les bénéfices du programme, les stratégies qu'on a adoptées pendant la période de pandémie pour ajuster les cours et poursuivre les cours. Et tout ça, comme disait Jasmine, va être suivi par une période de questions. Alors, ce sera le temps, là, si vous avez des questions à poser par rapport au programme, de les poser. Mélanie puis moi, on va être en mesure, j'espère, d'y répondre et puis de pouvoir là, vous aider à faire des choix là, par rapport à votre formation continue. Donc, pour la présentation du programme, vous le connaissez probablement déjà un peu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est un programme qui est déterminé là, à partir de niveaux. Donc, on commence avec le niveau 1 ou encore vous pouvez faire ce qu'on appelle le challenge, donc décider de challenger l'examen de niveau 1. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin de faire la formation. Donc, il y a des cours de niveau 1 qui se donnent, mais vous pouvez aussi décider, après votre maîtrise, de faire l'examen. Et à ce moment-là, c'est un examen à choix multiple de 60 questions sur une durée de 2 heures. Par la suite, vous pouvez décider de faire soit le cadran supérieur 2 ou encore le cadran inférieur 2. Donc, c'est à votre choix, puis ça dépend souvent là, de la clientèle avec laquelle vous allez travailler. Et à ce moment-là, vous allez encore avoir un examen à choix multiple de 60 questions à répondre sur une période de 2 heures et une histoire de cas sous forme d'examen maison, donc que vous allez compléter à l'intérieur du cours et puis qui va être corrigé là, pendant le cours que vous allez suivre. Donc, quand vous avez complété le niveau 2, que ce soit pour le cadran supérieur ou encore pour le cadran inférieur, vous pouvez passer au niveau 3. Donc, vous pouvez par contre décider de faire le niveau 2 du cadran supérieur et du cadran inférieur avant de passer au niveau 3, comme vous pouvez aussi choisir de faire le cadran supérieur 2 et tout de suite le cadran supérieur 3, soit par choix ou tout simplement parce que votre clientèle, vous traitez plus de cadran supérieur, traitez plus de cervical, de thoracique, d'épaule. Donc, vous pouvez faire le choix de faire cadran supérieur 2 et cadran supérieur 3 et par la suite retourner au cadran inférieur 2 et au cadran inférieur 3. Toutes ces stratégies sont bonnes selon votre pratique. Donc, à chacun de ces niveaux-là, vous allez toujours avoir à faire l'examen à choix multiples en fin de cours et l'examen histoire de cas sous forme d'examen maison. Et c'est des blocs de 3 fins de semaine de cours. Pour les niveaux 2, c'est sur une période de 4 jours. Quand on parlera de la formule hybride, je pourrais élaborer un peu plus sur comment on a adapté les cours là, en période de pandémie. Pour les niveaux 3, il y a une partie de formation qui se fait en ligne et les cours se donnent sur 3 jours.
Donc, pour ceux qui n'ont pas fait leur maîtrise, donc qui ont fini là, avant 2014-2015, selon les universités, là, c'est à vérifier, mais après le niveau 3, pour ceux qui n'ont pas déjà leur attestation de manipulation périphérique, vous allez pouvoir faire la demande pour avoir votre attestation de manipulation périphérique une fois que le niveau 3 est complété. À l'intérieur de ces 3 niveaux-là, si vous voulez poursuivre à l'examen pratique intermédiaire, vous devez accumuler des heures de mentorat clinique. Donc, c'est un total de 90 heures de supervision clinique qui doivent être complétées avant de vous présenter à l'examen pratique intermédiaire. Donc, sur les 90 heures, il y a 55 heures qui doivent être complétées en supervision directe. Et sur ces 55 heures, la moitié peuvent être faites en mode virtuel avec votre mentor. Et le différentiel d'heures, donc 45 heures peuvent être complétées soit en faisant des lectures avec des partenaires d'études. Donc, vous devez les noter, mais vous n'avez pas besoin d'être supervisé de façon directe par un mentor. Vous pouvez commencer à accumuler ces heures-là à partir du moment où vous avez débuté le niveau 1. On suggère par contre de commencer avec un minimum de mentorat pour avancer de plus en plus, puis à garder quand même des heures de mentorat là, avant de vous présenter à votre examen pratique intermédiaire, c'est-à-dire donc à partir du moment où vous faites votre niveau 3. Donc, une fois que ça c'est complété, vous pouvez vous présenter à l'examen pratique intermédiaire qui couvre le matériel là, du niveau 1 au niveau 3 et qui ne donne pas accès à une certification. Donc, c'est un examen pratique uniquement qui comporte 4 stations d'environ 25 minutes. Donc, vous faites cet examen-là et par la suite, ça vous donne la possibilité de vous inscrire aux cours de niveau 4 et 5 qui sont des cours de manipulation vertébrale. Donc, pour les niveaux 4 et 5, donc après avoir complété le niveau 4, vous pouvez faire votre demande d'attestation pour les manipulations vertébrales. Et c'est Martin là, à la QPMA qui vous donne le formulaire et puis qui s'organise avec vous là, pour faire la demande d'attestation. Donc, après le niveau 4, vous pouvez faire la demande d'attestation pour les manipulations vertébrales. Ça, ce que je vous dis là c'est bon pour le Québec. Et à l'intérieur de tout ça, si votre but, c'est de vous présenter à l'examen avancé, vous devez avoir complété le cours de recherche clinique qui est donné par l'Université Laval, qui est donné en ligne. Donc, vous devez avoir complété ce cours de recherche-là avant de vous présenter à l'examen avancé. Après votre examen intermédiaire et avant de vous présenter à l'examen avancé, vous devez accumuler 60 heures de supervision clinique, dont la moitié, 30 heures, doivent être faites en supervision directe. Et vous devez aussi avoir complété l'évaluation d'un nouveau patient qui va être vu là, avec votre mentor. Donc, ça doit être fait avant de vous présenter à l'examen avancé. À partir du moment où vous avez complété votre niveau 4, vous avez 5 ans pour faire le niveau 5. Donc, il ne doit pas y avoir un délai de plus de 5 ans là, entre le niveau 4 et le niveau 5. Donc, après avoir complété tout ça, vous pouvez vous présenter pour le diplôme du programme intégré de physiothérapie musculo-squelettique avancée. Donc, l'examen qui comprend une histoire de cas, un examen à choix multiples et un examen pratique qui est semblable à l'examen intermédiaire, c'est-à-dire avec 4 stations, mais qui, là, va porter sur les manipulations vertébrales. Et la réussite de toutes les composantes de cet examen-là vont vous permettre de vous inscrire à CAMT. CAMT, qui est l'organisme qui est reconnu par le IFOM, donc le International Federation of Manual Therapy, et qui vous permet d'avoir le titre là, de Fellow de la Canadian Academy of Manipulative Therapy. Donc, il y a quelques années, la division d'orthopédie a décidé d'investir et de refaire tout un revampage et un renouvellement du matériel éducatif, donc, et de renommer le programme intégré de physiothérapie musculo-squelettique avancée. Je viens de voir qu'il y a une petite faute là, dans le intégré. Avec le hashtag « Viser plus haut ». Donc, la division d'orthopédie est engagée vraiment activement là, dans ce processus-là afin de poursuivre l'engagement à l'avancement de la pratique en physiothérapie basée sur les données probantes dans le domaine orthopédique. Donc, on a un nouveau nom et un nouveau branding.
On a du nouveau matériel éducatif, donc des manuels cliniques et théoriques en format électronique qui sont renouvelés et qui sont déposés sur une plateforme sécurisée. Et un engagement par le fait même là, à mettre à jour régulièrement le contenu et intégrer les évidences dans la pratique clinique en physiothérapie musculo-squelettique. Et entre autres, à l'intérieur de tout ça, il y a l'embauche de ce qu'on appelle là, un chef de transfert des connaissances, donc en anglais, là, un Knowledge Translation Lead, qui va aider à garder vraiment là, tout ça vraiment à jour puis up-to-date. Les bénéfices maintenant du programme intégré de physiothérapie musculo-squelettique, ben, c'est un système qui est national, qui est un système d'éducation de haute qualité qui est basé vraiment sur la communauté, avec un engagement à offrir une éducation qui est accessible à travers le Canada. Donc, ce qui est intéressant dans le programme, c'est qu'il y a vraiment une uniformité là, au niveau canadien. Donc, si vous commencez votre formation au Québec et que pour une raison X, vous déménagez dans une autre province, vous allez pouvoir poursuivre le curriculum et il y a vraiment une uniformité au niveau canadien. En termes de pouvoir aller travailler dans d'autres provinces, je ne peux pas vous dire que ça vous donne la possibilité d'être nécessairement reconnu par les collèges des autres provinces, mais ça peut faire partie là, des facteurs qui peuvent vous aider là, à avoir votre licence là, dans les autres provinces. Ça aide à augmenter la confiance puis la satisfaction des physiothérapeutes dans l'offre de services à leurs clients pour les soins en physiothérapie musculo-squelettique avancée. Donc, quand on commence comme physio, on sort de l'université, des fois, on a plein de connaissances, mais c'est pas nécessairement toujours complètement intégré. Puis, je le sais que la formation maintenant dans les universités est excellente, mais je pense qu'en suivant la formation, ça aide vraiment à avoir plus de confiance. Puis quand on a plus de confiance, puis on a plus l'impression de savoir ce qu'on fait, ben on a souvent plus de résultats, puis ça augmente la satisfaction des clients, mais aussi notre satisfaction à nous là, de pouvoir aider nos clients. Aussi, c'est un programme dont l'histoire repose sur un modèle multimodal. Donc, ça, c'est l'autre intérêt du programme. C'est un programme qui a quand même une longue histoire qui existe depuis plus de 30 ans et qui n'est pas basé seulement sur une approche, donc qui intègre plusieurs approches, autant en thérapie manuelle que du côté exercice. Et ce qui fait que je vous dirais que c'est quand même une de ses grandes forces. L'autre chose, ben, comme je vous ai dit un peu précédemment, c'est sûr qu'avec le programme, on pense qu'on a une amélioration au niveau des résultats cliniques. Donc, dans une stratégie là, de carrière ou encore d'avoir une clientèle, mais ça peut être une bonne stratégie là, pour bâtir là, votre pratique. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que même si les cours semblent peut-être quelquefois dispendieux, c'est quand même le coût le plus bas par jour de formation professionnelle sur le marché. Donc, si vous regardez là, au niveau du total de jours de formation, comparativement aux autres formations, c'est la formation qui offre le coût le plus bas par jour de formation. Et c'est dirigé vraiment par une communauté là, de bénévoles engagés, puis vous en avez 3 avec vous ce soir ici. Là. Donc, des gens qui vraiment là, ont à cœur le développement là, de la physiothérapie. Donc, pour ce qui a trait à notre stratégie pendant la période de pandémie, donc, le programme intégré de physiothérapie musculo-squelettique a mis en place des stratégies là, pour continuer à offrir des cours de qualité, de haute qualité pendant la période de pandémie. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en sorte que le programme puisse devenir en formule hybride avec des portions de formation en asynchrone, d'autres portions en synchrone et donc, ce qui fait qu'on avait un temps d'apprentissage en ligne avec une diminution de temps en présentiel. Et le temps en présence, ben, est concentré plus particulièrement là, sur le développement des activités, des habiletés techniques et manuelles. Ce qui fait en sorte que ça a amené une diminution du temps de voyagement, des coûts, puis une amélioration de l'accessibilité, particulièrement pour les physiothérapeutes qui demeurent en région. Donc, l'autre chose qu'on a fait également, c'est qu'on a mis en place les examens en virtuel pour les cours de niveau. Du mentorat, on a poussé un peu plus le mentorat en mode virtuel. Et pour poursuivre là, les examens intermédiaires et avancés pour ceux qui voulaient s'inscrire, avant, les examens se faisaient là, dans l'Est et dans l'Ouest du Canada. Donc, ce qu'on a fait pour respecter les règles
de la santé publique de chacune des provinces, on a mis en place des examens dans chacune des provinces. Donc, au Québec, on a eu des examens qui ont eu lieu là, dans la dernière année là, pour les examens intermédiaires et avancés. Donc, au niveau du comité d'éducation, Heather Gillis, c'est la présidente. Comme Jasmine vous disait, je suis en anglais ce qui s'appelle le Credentials Chair, mais comme la responsable de l'accréditation puis du maintien des compétences des enseignants. On a Evelyn Lightly qui est la chef des examens, des examinateurs. Andrea McAllister qui a eu un gros boulot avec les manuels électroniques, donc qui est la responsable là, du curriculum et des manuels électroniques. Jennifer Van Bussel qui est responsable du mentorat. Andrew White, qui est le responsable des communications, et Blaine Burrows, qui est au comité d'éducation pour les cours que vous voyez passer là, sur la division d'ortho, donc les cours comme complémentaires, si on veut, ou les cours qu'on a fait en ligne depuis la pandémie. Blaine est responsable de ça. On a Jazz et Roxy, qui sont les exécutifs de la division d'ortho, qui sont les liaisons avec nous. Hilary Reese, qui est dans le task force du programme, donc qui est là depuis quelques années, qui connaît très bien le programme, et Colleen qui était là pour vous présenter là, initialement, là, qui nous a mis tout ça en place pour ce soir. Au niveau de la QPMA, ben, il y a Mélanie là, qui est avec nous ce soir là, pour parler du programme. Donc, je sais que je suis passée peut-être un peu rapidement là, sur tous les aspects du programme, mais si vous avez des questions, je serai maintenant prête là, à y répondre, là, quelles que soient les questions que vous pouvez avoir. Alors, on a une question dans le chat, puis s'il y en a d'autres, s'il vous plaît, nous les faire parvenir. Alors, on a une question, parmi les gens qui s'inscrivent et débutent le programme, combien réussissent à obtenir le diplôme final? Écoutez, le chiffre exact, c'est difficile à dire. Là. Au niveau du Québec, on a environ, là, puis ça dépend, c'est très variable selon les années, mais on a environ peut-être une dizaine de gens qui finissent à chaque année le diplôme avancé dans le programme ici au Québec. Parfait. On n'a pas d'autres questions en ce moment. Ah, attends, il y en a une autre qui vient de rentrer. Est-ce que la demande d'attestation de manip périphérique se fait toujours dans le cours ou doit-on le faire via l'OPPQ? Non, donc ce qui se produit, c'est que quand vous avez fini votre niveau 3, puis on a la preuve que vous avez réussi l'examen, Martin Gendron, qui est le coordonnateur à la QPMA, vous envoie un formulaire que vous devez remplir, puis c'est lui qui s'occupe avec l'OPPQ d'envoyer le formulaire pour que vous ayez votre attestation. Donc, pour l'instant, c'est la QPMA qui paie les frais de demande d'attestation, mais ça, c'est à réévaluer là, selon le budget de la QPMA chaque année. Mais présentement, jusqu'en juin, Martin m'a confirmé que c'était la QPMA. Ce n'est pas des énormes frais là, pour les demandes d'attestation. Mais c'est vraiment, ça passe par le coordonnateur à la QPMA. C'est bon. En cas d'échec à l'examen intermédiaire après les 3 niveaux ou avancé pour le niveau 5, quelles sont les modalités ensuite pour la reprise d'examen? Y a-t-il un nombre maximal d'essais? Écoute, le nombre maximal d'essais, je ne sais pas, Mélanie, si tu as une idée, je pense que c'est peut-être 3, mais… Au fait, je pense que si tu ne fais pas de… Ça n'existe plus, hein, les safety fails. Donc, je pense que tu peux te représenter aussi souvent que tu veux. Là. Puis, les fois que j'ai entendu des gens qui ont dû se représenter, ben la deuxième fois, ils n'ont pas eu d'échec parce qu'ils s'étaient préparés en conséquence. Puis souvent, c'est des gens qui sont nerveux à l'examen. Parce que les examens, en le fond, c'est pas plus difficile que les écosses que vous passez aux universités. C'est juste que c'est le stress là, de toutes ces années de travail. On a 2 questions qui se ressemblent un peu, on pourra les combler. Alors, combien d'années en moyenne ça prend pour compléter le programme au complet ou quelle est la durée minimale pour faire tout le processus d'AIT-FCAMT? Écoute, la durée minimale, si on regarde là, chacun des cours, c'est ceux qui le font rapidement peuvent le faire en 5 ans, je dirais. Mais en général, ça varie là, entre peut-être plus 6 et 8 ans.
Ouais. Est-ce qu'il y a des mesures en place pour faciliter le mentorat pour les physios en région sans FCAMT? Oui, donc comme je disais précédemment, la moitié des heures de supervision en mentorat peuvent se faire là, en ligne. Donc, il y a une liste de mentors là, qui est accessible sur le site là, de la division d'ortho. Puis, il y a aussi des cours de supervision clinique qui sont offerts par la QPMA que vous pouvez venir faire à Montréal. Donc, Mélanie, peux-tu me dire combien c'est, 2 ou 3 jours les cours de supervision clinique? C'est une bonne question. Il me semble que c'est 3 jours. C'est ça. Donc, vous pouvez accumuler vraiment un gros nombre d'heures. Là. On respecte le ratio 1/4, qui est le ratio maximal là, pour le mentorat pour accumuler les heures directes. Donc, vous pouvez vous inscrire à ce cours-là. Donc, à ce moment-là, si vous n'avez pas de FCAMT en région, vous pouvez accumuler la moitié des heures puis venir faire le cours. En général, vous n'êtes pas loin d'avoir votre nombre d'heures de cours là, de supervision quand vous le faites de cette façon-là. Là. Il y a aussi des FCAMT qui peuvent, si vous êtes un petit groupe, il y a aussi des mentors qui pourraient peut-être être intéressés à se déplacer en région. Là, vous pouvez vous organiser en groupe pour puis faire quelques jours de mentorat. À ce moment-là, vous pouvez accumuler les heures. Là. Josiane, peut-être si je peux me permettre, il commence à avoir de plus en plus de FCAMP là, pas mal partout au Québec, là, dans les régions. Là, on en a en Gaspésie, on en a dans le bas du fleuve, on en a au Saguenay. Fait que je pense que c'est de plus en plus accessible là, comparativement si on regarde il y a 10-15 ans là, derrière. Là. Ouais. Petite question technique. Est-ce que le bug de perte des annotations dans les manuels en ligne a été adressé? C'est en cours. C'est en cours. Donc, je sais qu'il y a eu des problèmes techniques récemment là, avec les manuels électroniques. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a des adaptations. Je pense que la problématique était avec le surlignage là, qui se perdait quand il y avait des mises à jour. Là. Donc, ça va être, c'est sûr que ça va être adressé, mais ça n'a pas été corrigé à ce moment-ci. Là. En tout cas, pour ce qui est de l'aspect surlignage. Là. Mais c'est Andrea McAllister, qui est la responsable, est au courant de la problématique. Okay. Si nous suivons présentement un cours dans notre cursus universitaire afin d'obtenir l'attestation pour manipulation vertébrale, devons-nous passer par les 3 premiers niveaux malgré tout? Oui, parce que le cours, ce n'est pas un cours de manipulation en tant que tel. Le cours, c'est vraiment un cours pour une approche qui est vraiment intégrée avec du raisonnement clinique et tout. Donc, c'est sûr que si vous faites votre attestation vertébrale après l'université, vous allez avoir une longueur d'avance techniquement. Par contre, vous devez passer à travers les étapes là, du curriculum et faire les examens pour pouvoir avoir votre titre de FCAMT. Si on a notre niveau 3 et la certification de manipulation vertébrale de l'OPPQ, où on part notre aventure pour le CAMT? Il faut absolument que vous passiez par un des programmes qui est accrédité. Donc, dans le fond, le programme de CAMT est accrédité par le programme de IFOM qui est vraiment international. Donc, IFOM, c'est une organisation internationale, c'est le plus gros sous-groupe du World Physiotherapy, là, du regroupement des physiothérapeutes. Donc, eux ont 38 pays qui sont accrédités par eux, dont le Canada. Et le Canada, les gens qui ont l'accréditation de IFOM, c'est le CAMT. Et le CAMT est celui qui reconnaît les organismes qui peuvent donner la formation pour arriver à faire la demande d'avoir le FCAMT. Donc, au niveau de la division d'ortho, dans le programme intégré de physiothérapie musculo-squelettique avancée, IFOM vient faire les vérifications de façon régulière, à savoir si on remplit tous les critères là, pour donner la formation qui est complète. Les autres façons de faire votre formation, c'est soit de faire avec l'Université de Western Ontario, qui a un programme plus intensif sur une plus courte durée, qui est accessible après avoir complété votre niveau 2. Mis à part ça, il y a l'Université de British Columbia, mais je ne connais pas très bien leur programme, mais qui est un peu dans le même principe là, que Western Ontario. Puis pour l'instant, je pense que c'est pas mal les 2 autres seuls programmes par lesquels vous pouvez passer pour avoir votre fellow du Canadian Academy of Manipulative Therapy.
Oui, alors si je peux me permettre à clarifier, tu sais, avec une certification CAMP, c'est reconnu de façon pas mal internationale, malgré que ça ne permet pas à aller travailler ailleurs sans être reconnu par leur bureau de certification. Mais avec le certificat de manipulation périphérique ou vertébrale de l'OPPQ, c'est juste reconnu au Québec. Je pense que c'est tout en ce moment. Oui, on a une autre question qui vient de rentrer. Est-ce que des universités francophones seraient intéressées d'offrir un programme similaire à Western? Mélanie, je te laisse vu que tu es à Sherbrooke. Moi, je ne sais pas qui est en ligne, là, mais je suis beaucoup impliquée dans le programme à l'Université de Sherbrooke. Là. Je suis chargée de cours puis tuteur à Sherbrooke. Dans le fond, il n'y a pas aucun programme francophone là, pour l'instant, à ma connaissance, là, qui veut s'embarquer là-dedans. Vous pouvez faire des cours de manipulation vertébrale si vous voulez en postgradué à l'Université de Montréal, à l'Université Laval, à l'Université de Sherbrooke. On offre un cours de manip pour pouvoir avoir rapidement accès à l'attestation de manipulation vertébrale. Mais ceci dit, j'enseigne dans ce cours-là à Sherbrooke, je suis impliquée aussi. Puis je vous dirais qu'en général, je vois souvent les mêmes personnes, autant à la QPMA sur des niveaux 3 que les personnes qui ont fait le cours de manip dans les universités francophones, parce qu'on apporte une plus-value avec tout le raisonnement clinique, puis les pratiques, le fine-tuning qu'on va vous donner. Donc, la précision dans l'approche aussi là, qui est différente. Donc, ceci dit, il n'y a pas personne, je pense, qui s'est aligné là, pour faire de quoi qui ressemblait à Western. S'il y a une université qui s'y rapprocherait, peut-être ce serait peut-être l'Université Laval, mais je ne peux pas vous en dire plus, j'en sais pas plus. Merci. Une autre question, nous ne sommes pas reconnus en dehors du Québec. Je pense que ça, c'est une question en lien avec ce que moi j'avais dit, mais je ne comprends pas tout à fait. Si vous pouvez spécifier qu'est-ce qui n'est pas reconnu, on va essayer de bien vous répondre. La formation est reconnue. Ouais. C'est pas, si vous faites votre niveau 2 au Québec, puis vous déménagez en Ontario, puis vous avez complété votre niveau 2 ici, vous allez pouvoir continuer au niveau 3. Ce que j'ai dit tantôt, c'est que c'est pas parce que vous avez votre FCAM que si vous allez travailler en Ontario que le Collège d'Ontario va vous donner votre licence, parce que je crois qu'à l'extérieur du Québec, il y a encore l'examen national à faire quand les fusions ont terminé. Donc, c'est comme un prérequis pour pratiquer, qu'on ne fait pas ici. Mélanie? Oui, mais après quelques années, je ne me souviens pas exactement si c'est entre 2 à 5 années de pratique, d'expérience en clinique. On n'a plus besoin de faire l'examen national. Je peux me permettre parce que j'ai travaillé aussi à Calgary. Oui, puis moi, j'ai travaillé en Ontario, puis à ce moment-là, c'est ça, j'avais pas fait l'examen, puis j'étais avancée quand même un peu dans mes cours, puis ça a comme été reconnu, mais je ne veux pas vous dire que si vous faites vos cours, automatiquement, vous allez être reconnu pour travailler dans la province, mais vous pouvez continuer le curriculum, ça, c'est certain. Absolument. Mais si l'examen national a été fait, à Sherbrooke, on ne l'impose plus là, depuis quelques années. Je ne sais pas dans les autres universités au Québec s'il est imposé. Si vous l'avez, votre examen national, OK, à McGill sûrement, mais non, les autres universités... Non? Bon. Non. Ceci dit, si vous avez fait l'examen national, sinon, pour travailler dans une autre province, c'est comme Josiane disait, ça dépend des collèges là, ou des associations professionnelles des autres provinces. C'est ça. À quoi correspond en général le cours de recherche? Le cours de recherche, c'est vraiment un cours qui est basé là, sur la pratique. Donc, c'est un cours qui se donne en ligne. Il y a quand même une partie du cours qui va traiter là, de tout ce qui est statistique. Pas aussi en profondeur que si vous faisiez vraiment une maîtrise de recherche ou un doctorat. Vous pourrez en parler à Mélanie là, qui fait son doctorat présentement. Mais il y a quand même vraiment une partie du cours qui est sur les stats. Et vous devez, même à l'intérieur de ce cours-là, moi je l'ai fait il y a peut-être 5-6 ans, là, parce que quand on a fait le programme, on n'avait pas besoin de le faire, mais après, comme enseignant, on devait le faire. Puis, même à la fin, on dépose un projet de recherche, comme un protocole de recherche. Donc, il y a des revues de littérature à faire et tout ça, mais éventuellement, on fait même comme une demande de subvention ou de présentation là, de projet de recherche. Moi, je l'ai fait, puis je trouve que c'est un cours qui se fait très bien. Pour les gens qui font la maîtrise, peut-être, vous
pourrez penser que ça ressemble un petit peu à ce que vous faites déjà à l'intérieur de la maîtrise, mais c'est vraiment un cours qui est très, très clinique, là, très recherche clinique. Là. C'est donné à l'Université Laval par le groupe de Pierre Langevin, là, donc à chaque hiver. Parfait. Bonsoir. Après combien de temps d'expérience clinique, après avoir reçu notre diplôme universitaire de maîtrise, pensez-vous qu'on pourrait commencer à s'embarquer dans la certification? Tout de suite. Tout de suite. Moi, je pense que sincèrement, puis je veux dire, dans le temps où Mélanie, puis moi, puis toi, peut-être Jasmine, on a fait la formation, c'est une formation qui était quand même pas mal moins uniformisée que ce que c'est présentement. Mais moi, dans ma carrière, à moi, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Ça m'a motivée, puis ça m'a aidé. Puis vous n'avez pas besoin de... Puis on en a plein de participants qui finissent l'université, puis qui, soit ils ont challengé le niveau 1, ou ils ont décidé de faire le cours de niveau 1, ou ils sont venus directement au niveau 2, qui commencent la formation. Je pense que pour les niveaux 2, vous pouvez les faire très rapidement. Après, c'est pas mauvais de prendre peut-être une année pour intégrer un peu là, ce que vous avez appris. Puis, non, ça peut se faire quand même assez rapidement, puis de façon efficace, là, que ça va vous rapporter dans votre travail. Je suis d'accord. Ça sort en dehors du cadre de la conférence, mais à part le FCAMT, qu'est-ce que ça prend pour devenir enseignant à l'AQPMA? Mélanie, ça prend le FCAMT. Ouais. Ça prend le FCAMT, ça prend un minimum de 5 années d'expérience, mais ça, je veux dire, en principe, si vous avez le FCAMT, c'est établi. Je vous dirais que c'est comme n'importe quel emploi, hein, il y a un processus vraiment là, d'envoyer votre curriculum, il y a un processus d'analyse de dossier, puis de sélection là, des enseignants. Donc, c'est sûr que si vous êtes capable d'aller chercher de l'expérience en enseignement, que ce soit comme chargé d'enseignement à l'université ou ça va être un avantage pour vous. L'autre chose, comme c'est un organisme qui est vraiment basé sur des bénévoles, des gens qui sont engagés puis qui s'impliquent, bien, de vous impliquer aussi, c'est quelque chose qui va aider à mousser là, votre candidature. Donc, je vous dirais que c'est des aspects là, qu'on considère là, quand c'est le temps d'embaucher des enseignants. Et Mélanie et moi, on était les deux responsables de l'embauche pendant quelques années au Québec. Donc, mais il y aura toujours de la place pour des nouveaux candidats. Puis, c'est ça marche avec... vous soumettez votre candidature, puis elle est étudiée par le conseil d'administration. Exact. Puis c'est sûr en tout cas, le but, c'est d'engager des gens qui sont vraiment intéressés à poursuivre aussi, puis à se développer là-dedans, puis à aller là, le plus loin possible. Parce que pour nous, au Québec, en tant que francophone à l'intérieur d'un pays quand même qui est anglophone aussi, c'est important pour nous d'avoir des enseignants qui vont jusqu'à devenir des examinateurs, donc de suivre tout le processus jusqu'au moment où on devient examinateur. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour ceux qui veulent aller vraiment jusqu'au bout, puis enseigner des niveaux 4, des niveaux 5, puis devenir examinateur, ça prend une maîtrise de recherche au minimum. Là. Donc, éventuellement, dans votre processus, vous devez penser peut-être à aller vers ça. Mais si on a des gens dans le processus d'embauche qui sont super intéressés, qui ont un minimum d'expérience, qui sont motivés, qui ont un plan de développement professionnel, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir votre maîtrise au départ, là, au moment de l'embauche. Là. Ça peut se faire sur le tard. Oui. Jamais trop tard. Quel sera l'avantage de faire le niveau 1 s'il est possible de le challenger directement? Ça, c'est une question qui est chaude. Il y a définitivement un avantage à faire le niveau 1 parce que c'est vraiment une bonne revision, je vous dirais. Donc, les gens, ceux qui sont très à l'aise, qui pensent qu'ils maîtrisent bien les notions de base, les concepts et tout, je vous dirais que c'est correct que vous le challengez l'examen puis que vous passiez au niveau 2. Par contre, vous allez peut-être avoir un petit peu de rattrapage à faire là, au début du niveau 2 parce que vous allez avoir manqué peut-être cette revision-là là, qui est plus globale du niveau 1. Donc, je vous dirais, ce serait la raison principale pourquoi je vous dirais d'aller vers le niveau 1, faire le cours au complet.
mais il n'y a pas nécessairement de mal là, à faire le challenge de l'examen. Mais comme je vous dis, attendez-vous à peut-être avoir à étudier un petit peu plus là, quand vous allez faire le niveau 2. Oui, puis je vais me permettre encore, là, juste pour dire, c'est sûr, n'importe quel curriculum va avoir son style, puis à faire le niveau 1, bien, au moins, ça vous introduit un peu au style d'histoire de cas, puis style d'enseignement, style de questionnement, peut-être qu'on pourrait retrouver aux examens, etc. Alors, pour moi, en tout cas, c'était très avantageux de le prendre, le niveau 1. C'est une très bonne révision, puis un bon wrap-up de ce que vous avez fait à l'université. Dans le fond, on va resurvoler tous les concepts qui ont été vus à partir de la biomécanique, les bases, la biologie tissulaire. On revoit les concepts de base qui sont utiles après là, pour cheminer dans le programme. Excellent. On n'a pas d'autres questions. Je vais laisser peut-être une autre minute à laisser rentrer d'autres questions si on en a. Mélanie, Josiane, auriez-vous... On a une autre question qui vient de rentrer. J'allais demander si vous auriez d'autres choses à rajouter à la présentation avant qu'on passe à d'autres questions. Moi, je vais peut-être juste parler un peu de la formule hybride. Donc, c'est sûr que selon là, l'évolution de la situation là, au niveau de la santé publique, ça se peut qu'il y ait certaines modifications là, en termes de pourcentage de formation donnée en virtuel puis en présentiel. Pour le moment, c'est à peu près 50-50. Sincèrement, à venir jusqu'à maintenant, ça fonctionne très bien. Les participants semblent très satisfaits là, de cette formule-là. À quelques moments, ça a peut-être été les enseignants qui ont dû s'adapter un peu plus. C'est sûr que ça demande une certaine adaptation, puis on veut être intéressant là, quand on donne les formations en ligne aussi, puis on veut avoir de l'interaction. Mais en tout cas, de mon côté, puis Mélanie aussi, je pense, puis pour la plupart des enseignants, puis ce qu'on a comme sondage auprès des participants, là, la réponse est très favorable. Puis c'est vraiment, moi, je considère que c'est quand même un plus. Là, puis je pense qu'il y a une partie de cette formule-là qui risque de rester là, dans le futur. Là. Le conseil, justement, d'administration au dernier CA a décidé de maintenir, là, même quand la pandémie va être terminée, il va y avoir une partie quand même qui va être maintenue là, en mode hybride. Là. Du moins, au moins, les parties théoriques qu'on va pouvoir garder sous forme de vidéo ou de sessions synchrones en ligne là, pour permettre aux gens aussi d'intégrer la théorie avant d'arriver dans la pratique. Puis ça permet aussi aux séances pratiques d'être beaucoup plus dynamiques et enchaînées. Il n'y a pas de temps mort où est-ce qu'on se rassoit pour faire de la théorie en classe. Donc, on va passer plus de temps hands-on quand on est avec les étudiants. Puis je pense que c'est plus payant pour tout le monde. Là. Est-il possible, en termes d'horaire, de travailler temps plein et de faire le fellow sur un échéancier d'environ 5 à 7 ans? Tout à fait. Moi, je l'ai fait, j'ai gradué en 93, j'ai terminé en 2002. Donc, c'est un peu plus long que qu'est-ce que... Mais là-dedans, j'ai eu 2 enfants. Puis... J'ai déménagé 2-3 fois, dont une partie en Abitibi. Donc, oui, c'est très réaliste. Étant donné que les cours vont se donner souvent la fin de semaine, l'étude, oui, ça demande l'étude, mais ça demande juste un peu de discipline. Puis, je vous dirais que s'il y a une façon de le faire en travaillant à temps plein, c'est définitivement la meilleure façon de passer par le programme là, intégré. Bien. Mélanie, voulais-tu rajouter d'autres choses ou dire? Ben non, au fait, moi aussi, là, je l'ai fait. À l'époque, la mode était de le faire sur un 8-10 ans. Là, on nous disait de prendre notre temps pour intégrer aussi. Maintenant, les gens le font un peu plus rapidement. Là, c'est pas rare de voir des gens qui vont le faire en 5, 6, 7 ans, même des fois 4 ans, j'ai vu, puis ils ont quand même bien réussi. Mais ça se fait bien. C'est sûr que ça dépend aussi de votre occupation du temps en dehors de l'étude. Là. Donc, ça se fait. C'est bien. Alors, on n'a pas d'autres questions. Moi, je vais prendre un moment de remercier Josiane et de Mélanie d'être là. C'est bien apprécié. Puis à Colleen aussi, malgré que c'est un peu behind the scenes, elle est toujours présente pour nous aider puis nous dépanner. Alors, je vous remercie. La présentation ce soir a été enregistrée, puis elle va être envoyée à chacun de vous autres qui
qui étiez enregistré pour être là. Puis, on va aussi mettre l'enregistrement sur notre site web de la division orthopédique. J'ai juste 2 petits commentaires. Une question puis une commentaire. C'est un super programme. Merci à votre équipe. J'ai bien hâte à mon niveau 5. Ben, c'est le fun. Puis une petite dernière question. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste de faire le FCAMP et d'autres certifications en même temps? Oui, tout à fait. J'ai des physios qui travaillent avec moi qui complètent en même temps leur certification puis leur diplôme en physio du sport. Donc, c'est réaliste. J'ai un physio, bon, c'est peut-être pas le meilleur modèle parce qu'il est un peu high performance profile, mais qui a réussi à faire, puis je sais pas, ça fait pas 10 ans qu'il a terminé, c'est certain, là, qui a réussi à faire son diplôme, son FCAM, puis qu'il a fini son doctorat. Donc, c'est sûr qu'on a des gens qui sont peut-être des fois un peu plus performants et qui font peut-être plus juste ça, là. Mais c'est très possible. C'est très possible de compléter soit votre formation en poncture physiothérapique ou en physio du sport ou prendre… Ça se fait. Des fois, c'est plus… Les gens, des fois, sont un peu plus… pris en termes de budget là, que de temps aussi, là, mais ça peut se faire là, sans problème. Excellent. Alors, je vous remercie tous d'être là ce soir. Si jamais il y a d'autres questions, vous pourriez toujours nous l'envoyer. Il y a plein d'adresses courriels sur le site web de la division orthopédique. Alors, choisirez à qui vous voulez adresser votre question, puis on est là à vous répondre. Et merci encore une fois à Josiane, Mélanie et Colleen d'être là. Je vous souhaite une bonne soirée et bonne fin de semaine. Bonne soirée à tous. Merci. Bye bye. Bye.